Après avoir vu la comptabilisation de l'acquisition des titres financiers, dans cette vidéo, nous allons parler de l'évaluation des titres financiers à l'inventaire. Première question, quelle est la valeur qu'on va prendre en compte pour valoriser les titres à l'inventaire? Normalement, vous avez déjà vu la vidéo sur l'acquisition des titres financiers. Faisons néanmoins un rappel de la classification comptable des titres. Donc, on a deux grandes catégories, les actifs immobilisés et les actifs circulants. Les actifs circulants, on appelle ça les VMP, les valeurs mobilières de placement, avec deux grandes catégories. D'une part, 503 les actions et d'autre part, 506 les obligations. Et puis dans les titres immobilisés, nous avons les titres de participation où on veut aider ou on veut influencer la gestion d'une autre entreprise. Les titres immobilisés de l'activité de portefeuille lorsqu'on a plusieurs titres que l'on gère de façon continue. Et puis lorsqu'on est obligé de garder certains titres durablement. On va mettre ça soit dans les titres immobilisés correspondant plutôt à des actions type 271, soit dans les titres immobilisés plutôt droits de créance, le compte 272 plutôt obligations. La valorisation des titres dépend donc de leur classification comptable avec seulement trois catégories pour les valeurs d'inventaire. Première catégorie, les titres de participation. On va les évaluer à la valeur d'utilité. On parle aussi de valeur d'usage. C'est la valeur à laquelle l'entité accepterait de le payer aujourd'hui si elle avait besoin de le racheter. Deuxième catégorie, les titres immobilisés de l'activité de portefeuille, les TIAP. Comme c'est une activité de portefeuille, on est donc habitué à travailler avec les marchés financiers, sur les marchés financiers, et donc on valorise ces titres à la valeur de marché. La valeur de marché, ça va prendre en considération le marché boursier, mais également des perspectives d'évolution générale de la société. Et puis troisième catégorie, les titres immobilisés 271, 272 et les valeurs mobilières de placement, donc les titres acquis à des fins spéculatives. Dans ce cas-là, on va prendre le cours moyen. En fait, on prend le cours moyen du dernier mois pour des titres cotés. Et si éventuellement on a des titres non cotés, on va essayer d'estimer une valeur probable de négociation en se basant sur une valeur mathématique, une valeur de rendement ou le prix de vente constaté des derniers titres s'il y en a qui ont été cédés précédemment. À l'inventaire, on va donc comparer cette valeur d'inventaire au coût d'acquisition. Et si la valeur d'inventaire a baissé par rapport au coût d'acquisition, on va donc passer des écritures et calculer des dépréciations sur ces titres. Premier cas de figure, le cas général, on va donc comparer la valeur d'inventaire à la valeur nette au bilan. Et donc, si on est au premier exercice, il s'agit en fait de comparer la valeur d'inventaire et le coût d'entrée. Si la valeur d'inventaire est supérieure au coût d'entrée, on ne va pas passer d'écriture comptable. Si au contraire la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'entrée, donc la valeur a baissé, dans ce cas-là, on va passer des écritures de dépréciation. Il s'agit en fait de l'application du principe de prudence. Ce principe de prudence veut qu'une perte probable soit constatée par prudence, alors qu'un gain probable ne doit pas être constaté. Voici donc le schéma d'écriture. À l'inventaire, je vais passer une dotation aux dépréciations, c'est les titres, donc c'est un caractère financier, 68-66, pour la valeur de la dépréciation. Et je vais déprécier mes titres. Dans le cas de titres de participation, je prends le compte 261 titres de participation et j'intègre un 9 en troisième position. Ça fait le compte 29,61, dépréciation des titres de participation. Si mes titres, cette fois-ci, ce sont des TIAP, c'est le même principe, c'est le même compte de dotation aux dépréciations des éléments financiers 68-66. Par contre, ici, je travaille sur le compte 273, donc je vais rajouter un 9 en troisième position, et donc le compte de dépréciation des titres immobilisés d'activité de portefeuille, c'est 29,73. Même schéma d'écriture, si cette fois-ci on a des VMP, et donc encore une fois, j'ai le compte VMP par exemple obligation qui est le compte 506, je vais intégrer un 9 en troisième position, 59,06 pour avoir le compte de dépréciation des VMP d'obligation. Donc schéma classique à l'inventaire de constatation d'une dépréciation en cas d'une baisse de la valeur des titres. En fait,
il y a un principe qui va être important sur ces titres, il y a un principe de non-compensation, c'est-à-dire que la valorisation, on la fait titre par titre et on n'a pas le droit de constater un gain d'un côté et une perte de l'autre et de dire je vais faire la somme des deux et finalement j'ai pas de perte sur l'ensemble de mes titres, donc je ne vais pas passer d'écriture de dépréciation. Dans ces titres, on a un principe de non-compensation qui fait que l'analyse, on la fait titre par titre et donc on va passer des écritures de dépréciation, même si globalement, par exemple sur mon portefeuille financier, je n'ai pas perdu par rapport au cours de bourse, par rapport aux valeurs d'inventaire. Évidemment, les exercices suivants, c'est un petit peu plus compliqué puisque peut-être qu'on a déjà passé des dépréciations précédemment. Donc, voici un petit peu un logigramme, on va dire. Premier cas de figure, la valeur d'inventaire est supérieure à la valeur nette du bilan. Dans ce cas-là, on va vérifier si l'exercice précédent, on n'avait pas une dépréciation. Donc deux cas de figure. Premier cas de figure, il n'y avait pas de dépréciation existante. Et dans ce cas-là, ma valeur d'inventaire étant supérieure à la valeur nette du bilan, ça veut dire qu'elle est supérieure au coût d'entrée. C'est un gain probable. Donc on ne fait rien, principe de prudence. Et deuxième cas de figure, ma valeur d'inventaire est supérieure à la valeur nette au bilan, mais il y avait une dépréciation existante. Dans ce cas-là, je vais comparer la valeur d'inventaire au coût d'entrée, comme on a fait lors du premier exercice où on avait les biens. Et donc, premier cas de figure, la valeur d'inventaire est supérieure au coût d'entrée. Dans ce cas-là, je vais reprendre totalement la dépréciation existante. Et deuxième cas de figure, la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'entrée et dans ce cas-là, je vais passer une écriture de reprise partielle de la dépréciation. Le deuxième cas de figure, c'est si ma valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette du bilan et dans ce cas-là, il va falloir que je passe une dotation complémentaire pour dépréciation, même schéma d'écriture qu'on a vu la diapo d'avant. Alors pour voir un petit peu tout ça, je vous propose de faire un exercice. Donc le principe est de vous prenez votre feuille, votre crayon, surtout votre calculatrice, votre plan de compte. Je vous donne l'énoncé, vous faites une petite pause pour essayer de le résoudre par vous-même. Et puis après, vous regardez la correction pour voir si vous avez tout compris et éventuellement vous corriger. Voici l'énoncé, on a un portefeuille titre et je vous donne la valeur de ce portefeuille titre aux inventaires de N et de N plus 1. Donc on a 4 titres, on a les actions alpha qui sont classées en titres de participation, on en a 10 000, ils ont été acquis pour 150 €, en N ils valent 151 et en N plus 1 ils valent 152. Les comptes, le compte 272, donc ce sont des titres immobilisés, ce sont des obligations bêta, j'ai 200 titres, ils ont été acquis pour 1000, ils valent en N plus 1 que 950, et donc si je n'ai pas de valeur à l'inventaire N, c'est qu'en fait ils ont été acquis courant N plus 1. J'ai en VMP actions des actions gamma, il y en a 1250, acquis 450, valeur d'inventaire 440 en N et 443 en N plus 1. Et donc j'ai des VMP toujours, mais obligations cette fois-ci, j'en ai 700, acquis 600, ils valent 560 en N et 620 en N plus 1. Et je vous précise qu'il n'y a pas eu de cession durant l'exercice N et N plus 1. Et donc je vous demande de passer les écritures d'inventaire en N et en N plus 1. On va donc analyser titre par titre ce qui se passe aux inventaires. On va donc commencer ici par les titres de participation. Acquis 150, à l'inventaire N, ils valent 151. Il y a une augmentation de la valeur. Par le principe de prudence, les pertes probables donneront lieu à dépréciation, mais les gains probables ne donneront pas lieu à écriture, donc il n'y a rien à faire, il n'y a rien à signaler. À l'inventaire N plus 1, le cours augmente encore, donc il n'y a toujours rien à faire, aucune écriture, et à passer à la date d'inventaire concernant les titres de participation. Deuxième titre, les titres immobilisés. On a 200 titres acquis 1000 €. Ils ont été acquis, on a dit tout à l'heure, en N plus 1. À l'inventaire N plus 1, ils valent 950. Ce cours 950 est inférieur au coût d'acquisition. Il va donc falloir passer une dépréciation de 50 par titre. J'ai 200 titres, soit 10 000 €. Donc à l'inventaire N plus 1, je constate une dotation aux dépréciations avec le caractère financier. C'est le compte 272, donc j'intègre un 9 en troisième position et donc je constate en 29,72 une dépréciation des titres immobilisés pour les 10 000 € calculés précédemment.
Troisième catégorie de titres, les VMP actions. Acquis 450 €. En N, ils valent 440 €. J'ai donc une baisse du cours. Il va donc falloir à l'inventaire N que je passe une dépréciation. Une dépréciation de 10 € par titre, 1250 titres, soit 12 500 €. En N+1, le cours est de 443 et je me rends compte que ce 443 est inférieur au coût d'entrée mais est supérieur à la valeur d'inventaire de l'exercice d'avant. Donc il va falloir que je fasse une reprise correspondant à la différence entre 443, le inventaire N+1, et 440, l'inventaire N. Donc 3 € par titre pour 1250 titres, soit une reprise de 3 750 €. En écriture comptable, premier inventaire, l'inventaire N, je passe une dotation caractère financier pour 12 500. C'est le compte 503, donc je vais chercher la dépréciation de ces VMP en mettant le compte 5903 pour 12 500. Et en N+1, je fais une reprise, donc cette fois-ci je débite le compte de dépréciation et je constate une reprise. Cette fois-ci c'est comme le compte de dotation mais c'est avec un 7, 78,66, toujours le caractère financier, et donc une reprise de 3 750 €. Enfin, dernier titre qu'on a en notre position, des VMP obligations, acquises 600, en N elles valent 560, on a donc une baisse du cours, donc on va passer une dépréciation de 40 € par titre par 700 titres, donc 28 000 €. En N+1, le cours augmente à 620 €, 620 € est supérieur à 560 et c'est même supérieur aux 600. Donc c'est supérieur à tout ce qu'on avait, donc on va faire une reprise. Alors attention, l'objectif n'est pas d'arriver à 620, le principe de prudence fait qu'on n'enregistre pas les gains probables, par contre il est de revenir à la valeur d'acquisition. Donc ici on fait une reprise en fait de la totalité de la dépréciation, c'est-à-dire les 28 000 €. Donc à l'inventaire N, je constate ma dotation aux dépréciations par dépréciation pour 28 000 €. Et à l'inventaire N+1, je constate une reprise totale. Je débite dépréciation des VMP 59,06 pour 28 000 € et je crédite reprise aux dépréciations contre 78,66 pour 28 000 €. Alors là, c'était le cas général. Nous allons voir maintenant un cas particulier, une exception, pour aller un petit peu plus loin. L'exception qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la baisse anormale et momentanée des titres. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle une baisse anormale? C'est lorsque la baisse du cours est supérieure à 10% du cours moyen. La baisse, en fait, c'est la différence entre le cours corrigé et le cours moyen. Sauf qu'on ne sait pas ce que c'est que le cours corrigé. Donc en fait, le cours corrigé, c'est le cours moyen du dernier mois où on enlevait les cours les 3 plus hauts et les cours les 3 plus bas. On a un cours, c'est coté tous les jours, donc sur tous les valeurs qu'on a, on enlève les 3 plus élevées et les 3 plus basses. Et dans ce cas-là, si on a une baisse anormale, on va pouvoir compenser avec une hausse normale de titres de la même catégorie. Donc lorsqu'on a une baisse anormale et momentanée des titres, on va arrêter d'appliquer le principe de non-compensation. C'est exceptionnel, c'est une exception. Et donc dans ce cas-là, il va falloir vérifier la hausse normale des titres. Donc on a une hausse normale des titres. Si lorsqu'on prend le cours moyen pondéré, le cours moyen corrigé, eh bien ce cours moyen corrigé est bien supérieur au coût d'acquisition. Et donc cette baisse anormale et momentanée, donc cette compensation exceptionnelle entre une hausse d'un cours et une baisse d'un cours, ne peut avoir lieu que pour des mêmes catégories, donc soit des VMP, soit des TIAP. Ça ne peut pas s'appliquer ni au titre de participation, ni au titre immobilisé. En fait, ça va s'appliquer dans le sens où on va considérer que l'entreprise a une activité de portefeuille, soit à long terme pour les TIAP, soit à court terme et spéculatif pour les VMP. Et on va en quelque sorte considérer que ce portefeuille est ce qu'on appelle un ensemble fongible de titres, c'est-à-dire que les titres vont se mélanger les uns aux autres. Alors c'était un petit peu compliqué à voir comme ça, l'idée c'est de faire un exercice pour voir en pratique avec des chiffres ce que ça donne. Donc cette fois-ci, voici l'énoncé, on est sur le compte 503 et dans le compte 503 on a deux types d'actions, on a les actions alpha et les actions oméga.
On a 1000 actions alpha achetées 155 qui sont cotées 150, mais si on prend le cours corrigé, on est à 166. Et on a des actions oméga, on en a 800 qui ont été acquises à 90, qui sont cotées 105 avec un cours moyen corrigé de 106. Donc on va voir si ça répond à cette notion de baisse anormale et momentanée des titres. Donc est-ce qu'on a une baisse anormale ou normale de alpha? Donc on va regarder, j'ai donc une baisse, pour ça il faut que je calcule la baisse, donc la baisse c'est le cours moyen corrigé moins le cours moyen, donc c'est 166 moins 150, donc j'ai une baisse de 16 euros. Est-ce que cette baisse est anormale? Elle est anormale si elle représente plus de 10% du cours moyen. Or ici ma baisse représente 10,67% du cours moyen, soit plus de 10%. Donc j'ai pas une baisse normale, j'ai une baisse anormale. Donc si j'ai une baisse anormale, il faut que je vérifie si de l'autre côté, j'ai une hausse normale de oméga. Pour ça, on va prendre le coût d'acquisition et on va comparer ce coût d'acquisition avec le cours moyen et le cours moyen corrigé. Et ici, on se rend compte que le coût d'acquisition est inférieur au minimum entre le cours moyen et le cours moyen corrigé, donc il est inférieur à 105. Donc on a une hausse normale. À partir de là, on va pouvoir compenser la perte qu'on a sur alpha et le gain qu'on a sur oméga. Donc on va calculer la perte anormale sur alpha, du coup elle est de 1000 euros fois le coût d'acquisition moins le cours du titre, donc 5 euros par titre, donc on a une perte anormale sur alpha de 5000 euros qu'on va pouvoir compenser avec le gain normal sur oméga. 800 titres, on a gagné 15 euros par titre, donc on a gagné 12 000 euros sur oméga. Donc finalement on va compenser les deux et sur ce portefeuille, sur les deux, on trouve un gain net de 7000 euros. Donc comme on a un gain net de 7000 euros, eh bien, par le respect du principe de prudence, on n'enregistre pas des gains probables et donc on ne passe pas d'écriture à l'inventaire. Concernant ces deux titres, il n'y aura donc pas d'écriture spécifique. On va considérer que les titres alpha et oméga vont se compenser exceptionnellement. Voilà, donc on a traité de l'évaluation des titres financiers à l'inventaire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour avoir d'autres vidéos. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Bon courage!